La France, toujours à l'heure sur le spatial. On reçoit deux entreprises qui ont saisi l'opportunité qu'offre l'émergence des smallsats, les petits, voire tout petits satellites. Alors avec nous sur ce plateau, David Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Exotrail, c'est une start-up fondée en 2017 qui développe aujourd'hui et commercialise des moteurs pour smallsat. Vous proposez un propulseur pour permettre le déplacement des petits satellites et vous avez aussi développé un logiciel, une solution de simulation et d'opération dédiée à la mobilité des satellites pour faciliter cet usage dans les sociétés du secteur et surtout pour aller plus vite. Avec nous également, mais à distance, Nicolas Capet, PDG d'Anywaves, une start-up elle aussi créée en 2017. Vous fabriquez des antennes car à l'arrivée en fait des smallsats, il n'existait pas d'antennes adaptées à ces nouvelles dimensions. C'est donc une nouvelle génération d'antennes miniatures que vous proposez. Alors bonjour, merci d'être avec nous Nicolas Capet. Bonjour à vous. Alors, pour commencer, je reviens vers vous, David Henry. Votre objectif, c'est devenir un leader de la mobilité spatiale ? Oui, tout à fait, c'est ça. Exotrail, c'est une entreprise de la mobilité. Donc, comme il peut en avoir sur Terre, nous, c'est pareil, mais dans l'espace. Donc, on développe des technologies pour permettre aux satellites de se déplacer en orbite. Donc, comme vous l'avez dit, des moteurs pour ces petits satellites. Également des solutions logicielles pour simuler, contrôler, opérer ces satellites. Et puis également des véhicules de transport en orbite. Et cette technologie de déplacement, elle n'existait pas ? En fait, la technologie elle-même existait, mais sur des gros satellites. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a miniaturisé sa taille, sa consommation électrique, également son coût, pour l'amener sur les petits satellites. Et on l'a miniaturisé d'un facteur 100 à peu près. Donc c'est un peu la même idée pour vous, Nicolas Capet, celui d'adapter les antennes aux nouveaux modèles de satellites que sont les smallsats ? Exactement, parce que ce nouveau marché du spatial s'appuie énormément sur tout un tas de petits satellites qui sont opérés en constellation. Et donc, exactement à l'image de ce qu'a fait David avec Exotrail, on est en train de miniaturiser ces équipements pour pouvoir les implanter sur cette nouvelle génération de petits satellites et pouvoir permettre tout un tas de missions qui jusqu'à présent n'étaient pas faisables avec ces satellites-là. Alors tous les deux, vous avez réussi, en tout cas c'est en cours, mais vous êtes bien avancés à vous faire une place au milieu des grands dans le secteur du spatial, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a des très grands dans le secteur du spatial, notamment français. Comment vous avez fait ? Je vais commencer par vous. Alors, en fait, nous, au début de notre création, la propulsion sur les petits satellites démarrait. Et donc, c'était un marché qui était, il y a 5 ans, petit, voire non existant, et en fait, qui croît extrêmement vite. Et donc, dans ces marchés qui croient extrêmement vite, au début, les grosses entreprises ne sont pas très intéressées parce qu'elles se disent, bon voilà, ça c'est un petit marché, donc ça ne m'intéresse pas. Et par contre, comme ça croît très rapidement, le moment où ce marché devient suffisamment grand, c'est trop tard parce qu'elles n'ont pas l'agilité pour développer cette technologie-là. Donc c'est comme ça qu'on a démarré un peu sous le radar. Et puis maintenant, on va trop vite pour être rattrapé par des grosses entreprises sur notre technologie. Donc on va plutôt pouvoir travailler avec elles. Et c'est comme ça qu'on a pu se faire une place parce qu'en fait, on maîtrise des technologies et une gamme de tailles, etc., qui sont aujourd'hui pas maîtrisées par les grosses entreprises. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Capet ? Ça a été pareil pour vous ? Absolument. Nous, l'histoire s'est vraiment passée de la même façon. Là où au début, on s'adressait vraiment à des clients, des acteurs sur le marché émergent du New Space, on voit aujourd'hui que les grands maîtres d'œuvre sont extrêmement intéressés par nos solutions, par notre proposition de valeur, par les produits qu'on est amené à développer, parce que ce sont des éléments de compétitivité énorme, même pour eux. Et donc, nous, à titre d'exemple, on a eu la chance de signer un contrat avec Thales Alenia Space qui démontre vraiment l'intérêt de faire émerger ces nouvelles technologies et même, je dirais, non pas en opposition, mais au bénéfice de notre industrie spatiale de manière très large. Vous aussi, vous avez signé un contrat, je crois. Oui, effectivement, on l'a annoncé il y a 2 jours, donc ça, c'est le bonheur de l'actualité. Mais non, effectivement, nous, on a comme client sur notre logiciel, notamment effectivement Thales, mais également Eutelsat ou le CNES, sur notre moteur, notre propulseur, des clients comme Clyde Space ou le CNES ou l'ESA. Donc comme vous voyez, c'est pas forcément, en fait, c'est ni que des petites entreprises ni des grosses entreprises. Aujourd'hui, on travaille avec tout le monde. Votre marché, on va parler des marchés pour tous les deux, mais on parle plus ou moins du même marché. Il se concentre aux États-Unis aujourd'hui ? Alors, il est plus important aux États-Unis. Faut savoir que pour vous donner une idée, alors si on parle du marché institutionnel spatial, c'est une statistique que donne souvent le président du CNES, mais qui est le budget de la NASA
augmente tous les ans du budget du CNES. D'accord. Donc vous prenez le budget de la NASA en 2021, c'est à peu près le budget de la NASA en 2020 plus le budget du CNES. Okay. Donc ça vous donne une idée en fait des ordres de grandeur. Alors c'est normal, hein, ils sont plus aussi, oui. Mais donc le marché du spatial est très important aux États-Unis, à la fois le marché institutionnel avec la NASA, mais pas que, la DARPA, le DoD, qui ont l'avantage de savoir faire confiance aux petites entreprises et nouvelles et pas qu'aux existantes pour travailler sur des contrats institutionnels. Donc ces marchés-là sont ouverts aux nouvelles sociétés. Et puis également le marché commercial qui est très important parce qu'il y a des capacités là-bas de financement importantes. Je prends un exemple, mais alors c'était lundi, il y a 10 jours, il y a 2 entreprises, 2 startups américaines qui ont levé 1,2 milliard de dollars en une journée. Oui. Donc ça donne un peu là aussi les explications de pourquoi ce marché se développe. Mais le marché du spatial n'est pas concentré uniquement aux États-Unis. Il y a un marché européen qui est en forte croissance, un marché asiatique qui est en forte croissance. On va en parler. Et nous, Exotrail, on a des clients à la fois en Europe et en Asie. On va en parler peut-être avec vous, Nicolas Capet. Ce nouveau marché qui est l'Asie, qui compte la Chine, qui compte l'Inde aussi. Vous avez su le saisir avec l'Inde en particulier. Racontez-nous. Tout à fait. Moi, je partage complètement le constat de David et ce que je remarque et qui est absolument fabuleux avec cette révolution spatiale que nous vivons, c'est que de nouveaux pays sont en train de développer des ambitions extrêmement importantes pour développer des capacités spatiales. Et donc là où historiquement le gros du marché était aux États-Unis, on voit maintenant l'émergence de marchés extrêmement important, en particulier en Asie, et là je vais citer l'Inde et la Chine, et en effet, alors avec des raisons un petit peu différentes, des moyens qui sont différents et des tempos qui sont un peu différents aussi, mais il y a une vraie puissance de fond en Asie pour aller développer des capacités spatiales, et pour nous c'est des opportunités absolument énormes, puisque là on est sur des marchés avec très peu d'acteurs commerciaux qui sont présents et avec une histoire spatiale commune qu'on a en particulier avec l'Inde, depuis les premiers lanceurs Ariane. Et donc, cette capacité à pouvoir aller travailler en confiance avec le marché indien, c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière, qui était un beau tour de force parce que Dieu sait que ça a été compliqué avec cette crise pour pouvoir faire du commerce à l'export avec l'incapacité de pouvoir se déplacer. Mais on a réussi à le faire, ça montre qu'il y a une demande, qu'il y a une possibilité d'aller collaborer avec ces nouvelles startups des pays de l'Inde, de Chine, etc. Et donc, je suis convaincu que pour l'Europe, le marché asiatique est une réelle opportunité. Alors comment vous expliquez ça, que la Chine ait réussi en si peu de temps à rattraper son retard, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire, de rattraper son retard par rapport aux États-Unis et en un temps vraiment record. Alors, ils ont mis tout le budget qu'ils avaient dans le spatial ? Oui, tiens, si on reprend justement ces fameux derniers chiffres, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au niveau investissement dans le spatial, la Chine est à peu près au niveau des États-Unis. Sauf qu'on sait très bien que 1 euro dépensé en Chine et 1 euro dépensé aux États-Unis, on n'a pas le même résultat à la fin pour des questions de compétitivité qu'on connaît bien. Donc aujourd'hui, la Chine est d'une ambition absolument folle, avec une capacité de planifier dans la durée et de mettre des moyens extrêmement importants à la hauteur des États-Unis, clairement, pour faire partie, être le premier, en tout cas tenir tête aux États-Unis sur ces aspects de conquête spatiale. Un mot là-dessus ? Ouais, même 2. Le premier, pour revenir sur mes ordres de grandeur, alors pareil, il faudrait que je vérifie, mais je pense que là aussi, il y a autant de gens qui travaillent dans le spatial à Pékin que de gens au CNES. Je crois que c'est ça à peu près l'ordre de grandeur. Donc là aussi, ça parle assez bien. Et après, je pense qu'effectivement, ces 2 régions-là, la Chine et les États-Unis, mettent les moyens. Mais ils mettent également l'approche. Et c'est de cette façon-là qu'ils réussissent. Notamment, aujourd'hui, aux États-Unis, les entreprises qui dominent maintenant le marché sur le secteur elles existent encore, mais ne sont plus tant Lockheed Martin, Boeing, etc., mais sont des entreprises que tout le monde maintenant connaît, comme SpaceX, Blue Origin, ou Planet Labs, ou Capella Space, d'autres entreprises peut-être un peu moins connues, mais qui, en l'occurrence, sur leur segment, dominent l'observation de la Terre et les images radar. Et ça, c'est des entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans. Je prends l'exemple de Capella Space. Il y a 10 ans, les États-Unis avaient un retard considérable sur l'imagerie radar. Ils ont su faire confiance
à des entreprises privées nouvelles, en les accompagnant au début, mais aussi une fois que c'était prêt, en leur confiant, en leur achetant des choses, en fait, des capacités opérationnelles. Et donc les moyens n'expliquent pas tout aux États-Unis. L'approche qui a été de faire confiance à des entreprises privées extérieures pour développer et acheter des capacités, ça c'est une vraie approche nouvelle. Et je pense qu'on pourrait s'en inspirer assez fortement en Europe. Privé mais national. Alors privé mais national, c'est-à-dire C'est-à-dire que toujours, le marché américain privilégie les acteurs américains. Tout à fait, effectivement. Ça, c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer. Aussi, ouais. Et c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, effectivement. Dont on s'inspire déjà, mais sur une autre échelle, on va en reparler tout de suite. Moi, j'ai une question, tant qu'on est sur l'Asie. Comment est perçue l'Europe ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une crédibilité de l'Europe ? Vous parliez tout à l'heure, Nicolas Capet, d'un lien fort entre la France et l'Inde. Comment, même en Chine, est perçu le savoir-faire européen ? Alors, on a une chance extraordinaire. Le savoir-faire européen est absolument reconnu mondialement parce que nous sommes à l'état de l'art et même si globalement on a moins de finances qu'aux États-Unis, on n'a absolument pas à rougir de nos capacités technologiques, de nos capacités à innover dans le spatial. Donc ça, ce savoir-faire, il est très très largement reconnu et il a été développé, cultivé en particulier avec nos agences spatiales, tous les programmes de coopération scientifique absolument fabuleux avec la Chine, avec l'Inde, etc. Et puis l'Europe, c'est aussi la stabilité. Certes, on peut lui reprocher parfois certaines lenteurs, mais c'est un continent de confiance. C'est un continent qui a la capacité à discuter avec tous les acteurs mondiaux sans manichéisme, avec pragmatisme, de manière extrêmement constructive. Et dans la culture asiatique, et comme dans la nôtre, cette confiance et ce partenariat sur le long terme, parce que quand on fait du spatial, on est obligé de s'inscrire sur le long terme. Ce sont des missions qui sont pluriannuelles, qui vont aller se renouveler sur des dizaines d'années. Et donc, cette confiance-là, je pense qu'on a vraiment en Europe tous les atouts pour aller la gagner. On en a déjà une bonne partie et c'est un atout redoutable, j'en suis convaincu, pour aller travailler en très très bonne intelligence avec nos partenaires asiatiques. Alors on va revenir sur nous, en Europe. Est-ce que l'Europe ne manque pas de projets ambitieux ? Parce qu'on a le savoir-faire, vous l'avez dit, on est à l'état de l'art sur les technologies. On a des startups comme les vôtres qui sont au rendez-vous au bon moment sur la bonne technologie. Mais on ne voit pas émerger de géants comme SpaceX, comme Blue Origin, des jeunes entreprises qui s'emparent d'énormes projets. Alors, est-ce que c'est parce que d'abord, on manque de ce genre de projet ? On n'a pas de constellation, par exemple, constellation de mini-satellites. On est en train d'en développer. Donc on parle d'un projet, oui. Il y a des Thierry projets. Breton a annoncé un projet, oui. Il y a des méga constellations, c'est annoncé par Thierry Breton. Ouais. Il y a aussi des constellations commerciales. En France, il y en a plusieurs. Enfin, il y a notamment Kineis et puis Unseen Labs aussi, qui est une très belle start-up qui développe sa constellation. Il y en a en Finlande qui s'appelle ICEYE. Il y en a plusieurs, mais effectivement, elles sont moins matures qu'aux États-Unis. Et on développe ce projet de méga constellation. Moi, à mon sens, avant de devenir des géants, les sociétés aux États-Unis se sont vues confier des contrats que j'appelle de taille raisonnable. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pousse, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, il y a peu d'entre-deux entre l'aide au développement technologique, parfois sous forme de contrats relativement petits, et les projets qui s'appellent un peu flagships dans le spatial, c'est-à-dire des gros projets à plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'euros. Projets qui sont donnés à Airbus, à Thales. Et projets qui sont confiés en général sur la partie satellite à Airbus, Thales et OHB et sur la partie lancement à Ariane Group. Si vous faites la somme de ces quatre entreprises, elles récupèrent l'immense majorité de ces gros contrats en Europe. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, ça paraît compliqué de confier à des entreprises très récentes des projets pharaoniques, des projets d'exploration spatiale. En revanche, ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, c'est qu'on a une émergence de projets institutionnels sur des tailles raisonnables, c'est-à-dire des projets à quelques millions, quelques dizaines de millions d'euros, où le gouvernement américain, par des agences nouvellement créées, agiles, peuvent acheter des satellites et en achètent plusieurs dizaines par an, et à des entreprises qui sont des PME, c'est-à-dire des entreprises qui font toutes moins de 500 personnes, qui s'appellent Leostella, Blue Canyon, York Space Systems, etc. Et ça, en fait, ça permet à l'État de travailler avec une entreprise qui va être
agile, rapide, efficace. Et puis ça permet à ces entreprises d'avoir un client ancre, comme on appelle, pour installer son business. Et ensuite, dans un second temps, ces entreprises-là peuvent récupérer des contrats flagship. Donc, mais il y a des choses qui faut leur faire confiance, en fait, à ces entreprises. C'est ça que vous dites. Faites confiance aux startups dans le secteur du spatial. Là, on est très fort, et notamment en France, c'est qu'on est, à mon sens, et nous, à Exotrail, on a été les premiers à en profiter, on est très fort pour cofinancer du développement technologique au début de la vie de l'entreprise. On a maintenant un écosystème qui fait que c'est raisonnablement facile de lever de l'argent dans les premiers tours d'investissement. Là, on a plus de mal. C'est pour une fois qu'en fait, on a aidé à développer ces sociétés et qu'elles ont des technologies matures, on a du mal à leur faire confiance pour passer à l'étape d'après. Et ça, c'est dommage. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Capet ? Absolument. Absolument, absolument. Et je pense que pour nous, en France et en Europe de manière plus large, c'est le vrai enjeu des années à venir, c'est trouver les façons de faire pour combler cette vallée de la mort où en fait, il manque ce chaînon pour permettre aux entreprises, évidemment, qui le méritent et qui savent démontrer leur capacité à proposer des innovations spatiales, et à pouvoir se développer. Et je pense que dans les années à venir, ça va être un enjeu capital si on ne veut pas voir toutes ces pépites européennes finalement aller trouver leur place sur d'autres marchés, là où finalement, dans la manière d'envisager les collaborations avec ces nouvelles entreprises du spatial, les choses sont beaucoup plus faciles et permettent finalement d'aller étape par étape vers ce développement pour faire émerger ces grands acteurs de demain. Donc aujourd'hui, si je résume, en Europe, c'est plus dans le secteur du spatial pour faire grossir les entreprises comme la vôtre. Le problème, c'est plus le budget. C'est une question de choix. Parce que le budget est là. Alors, en général, quand il y a plus d'argent, ça va plus vite. Mais ce que j'essaye, moi, souvent de faire, c'est de raisonner, comme j'appelle, à euro constant, parce que ça montre que c'est pas forcément un problème d'argent. Je prends il y a eu un gros plan de relance fait récemment dans le secteur spatial français d'un demi-milliard d'euros. Oui. Mais en fait, ce plan de relance est beaucoup d'argent, suffisamment pour créer des géants de demain. C'est pas le mandat vraiment qui a été donné. Et ça a été plutôt tourné vers des plus grosses entreprises. Et ça, c'est dommage parce que ça montre que l'argent, quelque part, il est là. Mais il est mal distribué. Et alors, c'est pas qu'il est forcément mal distribué, c'est nous, ce qu'on pousse, c'est qu'il soit distribué de façon compétitive. Et que si jamais une petite entreprise a des solutions compétitives à amener, alors il faut qu'elle soit sélectionnée. Et aujourd'hui, c'est complexe. La plupart des grosses entreprises qu'on représente, le projet de méga constellation télécom, on l'a découvert dans la presse. Oui. C'est dommage. Il manque une cohésion, il manque de la discussion entre cet écosystème dont vous faites partie, de nouvelles entreprises spatiales. Il y a de la discussion, croyez-moi. Donc après, pour le moment, cette discussion est beaucoup entre nous, mais cette discussion, on va vouloir dans les prochaines semaines, les prochains mois, la faire sortir un petit peu de nous pour effectivement pousser ces messages. Et on est Pourquoi ? en train de faire pour ça. interpeller qui ? Thierry Breton, le CNES, l'ESA ? L'enjeu est de savoir quelles sont nos forces. On a su très bien, on en est la preuve, nous, accompagner les petites entreprises, comme je le disais, pour développer ces technologies stratégiques. Ça, on sait très bien faire. On a les compétences. Si on donne en plus de ça la confiance, alors ça sera bien pour les entreprises parce qu'on créera des géants de demain et ça sera bien aussi pour l'État qui aura affaire à un fournisseur agile et efficace. Merci beaucoup David Henry, PDG d'Exotrail, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Nicolas Capet, PDG d'Anyways, d'être venu à distance participer à ce débat passionnant sur le secteur spatial en général, celui des smallsats en particulier et les enjeux qui entourent aujourd'hui votre secteur. À suivre votre rendez-vous disruptif.